Il y a des villes qui nous portent et d'autres qui nous connaissent beaucoup trop bien. Chefchaouen, c'était la seconde. Chez nous, on dit souvent, si tu brûles un seul grain de benjoin chez toi, toute la ville en respire le parfum avant même que la fumée n'atteigne ton plafond. Et je crois que je n'avais jamais compris cette phrase avec autant de clarté qu'à mes 27 ans. Ce soir-là, le soir où ma vie a basculé. Je m'appelle Salma, je suis née dans cette ville aux murs bleus, dans une petite maison très modeste. Mon père est mort quand j'avais 6 ans, et il n'a laissé à ma mère comme seul héritage qu'un nom honorable et des dettes discrètes. Des dettes qu'elle a mis des années à rembourser, toute seule, sans jamais se plaindre. Elle travaillait la journée dans une petite boutique de tissus, et le soir, elle brodait des cafetans pour arrondir les fins de mois. Je l'ai regardée se sacrifier comme ça pendant 21 ans, et pas un seul mot d'amertume n'est jamais sorti de sa bouche. Alors, quand Ahmed est entré dans ma vie, je n'ai pas seulement vu un homme, j'y ai vu la récompense de ma mère. C'était un jeune entrepreneur ambitieux, propriétaire d'une petite boîte d'import-export en pleine expansion. Bien élevé, le sourire mesuré, un discours brillant, le genre d'homme dont on dit en chuchotant dans les salons de thé de la Médina, celui-là, il ira loin. Il m'a courtisé avec une patience qui ressemblait tellement à de la sincérité. Il connaissait exactement les mots qu'il fallait, les silences qu'il fallait, les promesses qu'il fallait. À l'époque, j'aurais jamais soupçonné qu'un homme puisse apprendre l'amour exactement comme on apprend à négocier un contrat. Juste pour convaincre, pas pour être vrai. Les fiançailles ont duré 8 mois. Ma mère pleurait de joie à chaque fois qu'elle pliait le trousseau qu'elle préparait pour moi depuis mes 15 ans. Ton père serait fier, elle me répétait ça sans cesse, en cousant à la lumière d'une lampe, tard le soir. Et moi, je la croyais. Je croyais tout à ce moment-là de ma vie. Je croyais vraiment qu'un homme qui vous regarde avec une telle douceur ne pourrait jamais, un jour, vous regarder autrement. Le soir de mon mariage, c'est comme si la Médina entière respirait avec nous. Les youyous résonnaient entre les murs bleu ciel des ruelles étroites, les tambourins battaient au rythme des chants nuptiaux. Et moi, dans ma robe blanche brodée de fils dorés, je flottais. Littéralement, je flottais au-dessus du sol. Ma mère m'avait coiffée elle-même le matin même, avec ses mains qui tremblaient d'émotion, en murmurant des prières entre chaque mèche. Que Dieu te protège, ma fille, que cette maison soit plus douce que celle où je t'ai élevée seule. La salle des fêtes était pleine à craquer. Des voisins, des cousins éloignés, d'anciens camarades d'école, et puis les collègues d'Ahmed, venus en nombre pour honorer celui qu'on disait promis à un si bel avenir. J'étais assise là, sur l'estrade, entourée de fleurs blanches, et je regardais toute cette foule avec une gratitude qui en devenait presque douloureuse. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je me disais que la vie me devait qu'enfin quelque chose de beau, qu'elle avait décidé de payer sa dette. Mais je savais pas encore que le bonheur, bien souvent, n'est qu'un simple sursis. Il était environ 23 heures quand la musique s'est arrêtée. Et pas doucement, d'un seul coup, comme on coupe un fil. Au début, j'ai cru à un problème technique. Et puis j'ai vu Ahmed se lever de l'estrade. Il tenait une enveloppe à la main, et son visage était fermé d'une manière que je ne lui connaissais pas. Il a pris le micro. Deuxième partie, la nuit de la trahison. 23 heures. Je me souviens de chaque seconde de ce qui a suivi avec une précision presque chirurgicale. C'est ce genre de mémoire que la douleur vous grave dans la chair, à vif, sans aucune anesthésie. Avant que cette union ne soit scellée, il a commencé. Sa voix était d'un calme terrifiant. Je dois à cette assemblée, à ma famille et à mon honneur de révéler ce que j'ai découvert. Et il a ouvert l'enveloppe. Il en a sorti des photographies, qu'il a étalées, une par une, sur la table centrale, sous les yeux de 200 invités totalement médusés. C'étaient des images de moi. Mais ce n'était pas moi. Des montages grossiers, des visages superposés avec une maladresse qui en était presque insultante. Dans des postures que je n'avais jamais prises, dans des situations que je n'avais jamais vécues. N'importe quel œil un peu attentif aurait vu la supercherie tout de suite. Mais dans cette salle, sous le choc,
Personne ne regardait avec attention. Ils regardaient tous avec horreur. Ils n'avaient absolument rien vérifié. Ils ne m'avaient rien demandé. Ils n'avaient pas pris 5 minutes, pas même une seule pauvre minute, pour me prendre à l'écart et me dire « Salma, on m'a envoyé ça, explique-moi ». Non. Il avait choisi de façon totalement délibérée et méthodique la scène publique plutôt que la vérité privée. Il avait choisi de me détruire devant témoins plutôt que de risquer ne serait-ce qu'une seconde d'apprendre qu'il s'était trompé. Sur le moment, je n'ai pas pleuré. Parfois, le corps refuse de comprendre avant l'esprit. Je suis restée assise, pétrifiée, pendant que la salle devenait un chaos absolu de chuchotements. Les regards devenaient fuyants. Les mères tiraient leurs filles par le bras, comme si ce qui m'arrivait était contagieux. J'ai cherché le visage de ma mère dans la foule. Je l'ai vue, effondrée sur une chaise, la main plaquée sur la bouche, incapable de sortir un son. Ahmed, lui, n'a même pas attendu ma réaction. Il a annoncé, devant l'adoul et les témoins, qu'il refusait de sceller cette union et exigeait la répudiation immédiate. Le notaire religieux était complètement dépassé. Il a essayé de calmer le jeu, mais Ahmed avait déjà tourné les talons. Il est parti avec sa famille. Il m'a laissé là, mariée solitaire sur une estrade, au milieu de fleurs qui, 1 heure avant, célébraient notre amour. Dans une grande ville, un scandale pareil aurait pu se noyer dans l'anonymat. Mais à Chefchaouen, on ne peut se cacher nulle part. Dès le lendemain, les regards dans la rue avaient changé. Ces mêmes femmes qui m'embrassaient en pleurant de joie la veille, détournaient les yeux en resserrant leur voile sur leur visage. Les commerçants baissaient la voix sur mon passage. La rumeur, cette fameuse fumée de bain-joint du dicton, avait déjà envahi chaque ruelle, chaque terrasse de la Médina. Je suis restée enfermée 9 jours chez ma mère. 9 jours à repasser cette scène en boucle, minute par minute, à chercher ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu dire pour éviter ça. 9 jours pour comprendre, avec une lucidité glaciale, que rien n'aurait pu changer la fin de cette histoire. Parce que le but d'Ahmed n'a jamais été de trouver la vérité. Son but, c'était de m'anéantir publiquement, avec le minimum d'efforts et le maximum de spectacle. Au 10e jour, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle a posé 2 valises sur le lit et elle m'a dit cette phrase toute simple. On ne peut pas guérir dans la maison où on nous a brisés. Casablanca nous a avalés comme elle avale tout le monde, sans poser aucune question. Dans cette ville immense, personne ne connaissait mon nom. Personne n'avait entendu parler de la mariée de Chefchaouen. Pour la première fois depuis ce cauchemar, je pouvais enfin marcher dans la rue sans sentir des regards me brûler la peau comme des braises. On a loué une toute petite chambre dans le quartier de Derbgalef, ma mère et moi. Elle s'est remise à coudre à domicile. Et moi, la journée, je travaillais dans une boutique de téléphonie. Le soir, j'allais au cours pour préparer mon entrée à la faculté de droit. Je n'ai pas choisi le droit par idéalisme ou par vocation, non. Je l'ai choisi parce que j'avais compris une chose fondamentale dans les ruines de mon mariage. La vérité toute seule ne suffit jamais à sauver qui que ce soit. Il faut savoir la démontrer, la prouver, l'imposer avec des preuves irréfutables que personne ne pourra balayer d'un revers de main, comme Ahmed avait balayé la mienne. Les années qui ont suivi, ça a été des années de faim. Et pas seulement la faim au sens propre, même si on ne mangeait pas toujours à notre faim. Non, une faim beaucoup plus profonde. La faim de la revanche. Une revanche silencieuse, très méthodique. Le jour au travail, la nuit dans les livres. J'ai eu ma licence en droit avec une mention qui a fait pleurer ma mère de fierté. Ensuite, le concours du barreau, que j'ai eu du premier coup, n'en déplaise à certains de mes professeurs. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais, au grand jamais, parlé d'Ahmed. Je n'ai pas prononcé son nom une seule fois à voix haute. Mais il était là, en moi, comme une braise qu'on garde volontairement bien au chaud sous la cendre, juste pour ne jamais oublier à quel point le froid de l'humiliation fait mal. Le jour où j'ai prêté serment devant la cour d'appel de Casablanca, avec ma robe noire d'avocate sur les épaules pour la première fois, ma mère était au premier rang, en larmes. Après la cérémonie, elle a pris mon visage dans ses mains et elle m'a dit « Ton père t'aurait regardé comme je te regarde aujourd'hui ». Je n'ai pas réussi à lui répondre. J'avais la gorge complètement nouée par tout ce que je n'osais pas lui avouer, que je n'avais pas seulement fait tout ça pour devenir avocate, je l'avais fait pour redevenir moi-même.
7 ans plus tard. 7 ans après cette fameuse nuit à Chefchaouen, mon nom commençait à se faire connaître dans les cercles juridiques de Casablanca. J'avais la réputation d'être une avocate rigoureuse, très patiente et méticuleuse jusqu'à l'obsession quand il s'agissait de monter mes dossiers. Et je n'avais jamais perdu une seule affaire par manque de préparation. Et puis un jour, en faisant une simple veille professionnelle, je lisais les publications juridiques de ma région natale, comme souvent. Je suis tombée sur un nom que je n'avais pas vu depuis 7 ans. Ahmed. Un article annonçait sa candidature aux élections législatives de Chefchaouen. Il y avait une photo de lui, en costume impeccable, grand sourire, entouré des notables de la ville. Le titre le présentait comme une « nouvelle voix intègre pour la région ». Je suis restée plantée devant cet écran pendant un long moment, sans bouger. Ce n'était pas de la colère, pas tout de suite, en tout cas. C'était plus froid que ça, plus précis. J'avais la certitude absolue qu'un homme capable de détruire la vie d'une innocente sur une fausse accusation, juste pour préserver sa propre image, n'avait sûrement pas changé ses méthodes en 7 ans. Il avait juste changé de cible. Je n'ai rien précipité. Je ne suis pas retournée à Chefchaouen sur un coup de tête, non. J'ai observé. Discrètement, méthodiquement, exactement comme pour un dossier. J'ai épluché les rôles du tribunal de première instance de Chefchaouen, ce qui est tout à fait banal pour une avocate. Et c'est là que j'ai trouvé l'affaire qui allait tout faire basculer. Un homme qui s'appelait Rachid, un modeste artisan tanneur. Il était poursuivi pour détournement de fonds et faux en écriture au sein d'une association caritative locale. Ça faisait des mois qu'il hurlait son innocence, mais il n'avait pas les moyens de se payer une vraie défense. Son avocat commis d'office avait à peine ouvert le dossier. Mais en creusant les minutes de l'instruction, un nom revenait tout le temps, en filigrane dans ces fameuses transactions suspectes qu'on essayait de coller sur le dos de Rachid. Celui du trésorier de l'association, un notable de la ville irréprochable, l'homme de la situation. Ahmed. Je n'ai pas eu besoin de chercher plus loin. Un candidat qui base toute sa campagne sur son intégrité absolue ne pouvait pas se permettre d'être éclaboussé par un scandale financier, surtout à quelques semaines du vote. Il lui fallait un bouc émissaire, un innocent si possible sans argent, sans pouvoir, sans voix. Je me suis portée volontaire pour défendre Rachid, gratuitement. Officiellement, c'était juste un acte de conscience professionnelle, mais dans ma tête, c'était la porte que j'attendais depuis 7 ans. Une porte qui s'ouvrait, non pas sur un coup de sang, mais grâce à la précision d'un travail bien fait. 5e partie. Le tribunal de Chefchaouen. L'heure des comptes. Le jour de l'audience, je suis entrée dans ce tribunal, dans cette même ville qui m'avait fait fuir 7 ans plus tôt, la tête haute, mon dossier sous le bras. Quand Ahmed, qui était là en tant que partie civile pour l'association, a levé les yeux et m'a reconnu, j'ai vu tout le sang quitter son visage. Il n'a rien dit. Ce n'était pas la peine. Ses yeux parlaient pour lui. Il avait compris, en une fraction de seconde, que je n'étais pas là par hasard et que je tenais entre mes mains beaucoup, beaucoup plus qu'un simple dossier de défense. L'audience a duré 3 jours entiers. J'ai déroulé ma démonstration pièce par pièce de manière implacable. J'ai sorti les relevés bancaires, que personne n'avait pris la peine de lire correctement. J'ai pointé les incohérences dans les signatures qu'on avait attribuées à Rachid. J'ai prouvé que les transferts venaient d'un compte auquel seul Ahmed, en tant que trésorier, avait accès. Et puis, j'ai fait venir un expert en écriture. Il a formellement confirmé que la signature de Rachid sur les faux documents était une imitation. Et une imitation grossière, presque aussi grossière que ces photos qu'Ahmed avait étalées 7 ans plus tôt sur une table de mariage. La presse locale, qui était venue au départ juste pour couvrir un non-événement électoral d'Ahmed, a soudain senti l'odeur du sang. Les questions ont commencé à pleuvoir, les journalistes ont fouillé et ils ont découvert d'autres magouilles dans la gestion de l'association qui remontaient à des années. Le verdict est tombé. Rachid a été totalement acquitté et innocenté. Ahmed, par contre, a été visé par une instruction immédiate pour détournement de fonds, faux et usage de faux et subordination de témoins. Et oui, il avait délibérément orienté l'enquête vers un innocent pour sauver sa peau. En une seule audience, la fameuse voix intègre de la région s'est transformée en un accusé menotté.
Il est sorti du tribunal sous les flashs des mêmes journalistes qui le flattaient la semaine d'avant. Sa campagne politique a été pulvérisée en une soirée. Tous ces notables qui le soutenaient l'ont lâché un par un, terrifiés d'être entraînés dans sa chute. C'était presque comique de voir à quelle vitesse ils l'ont renié, eux qui étaient si pressés de l'honorer 7 ans plus tôt. Notre dernière rencontre. Je l'ai revu une toute dernière fois, dans les couloirs du tribunal. Les gendarmes allaient l'emmener. Il ne restait plus rien de cet homme si sûr de lui qui avait réduit ma vie en miettes avec tant d'arrogance. Il m'a regardé avec des yeux désespérés, des yeux de chien battu. Il cherchait la moindre once de pitié, un mot, un geste qui aurait pu lui ouvrir une porte de sortie. Salma, il a murmuré avec la voix complètement brisée. Tu peux encore arranger ça. Tu es avocate, tu sais comment. Je me suis arrêtée et je l'ai regardé longtemps. Pas avec de la haine, non. La haine, je l'avais déjà épuisée depuis longtemps. Je l'ai regardé avec quelque chose de beaucoup plus calme, de définitif. La paix absolue de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Œil pour œil, Ahmed. C'est tout ce que j'ai dit. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Je laissais derrière moi cet homme qui m'avait détruite en une soirée, sans jamais chercher la vérité. Cet homme qui maintenant perdait la sienne, minute après minute, pour n'avoir jamais appris la leçon. Dehors, l'air de Chefchaouen sentait encore, peut-être, le bain-jaune de mon enfance. Mais, pour la toute première fois depuis 7 ans, cette odeur ne me faisait plus du tout honte. Elle me rappelait juste de quel abîme j'étais partie et le chemin que j'avais dû traverser pour revenir. Jusqu'où faut-il aller, au fond, pour récupérer sa propre dignité ?